Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue à l'atelier. Il y a encore quelques personnes qui rentrent. Bon, on va juste commencer déjà à présenter l'atelier avant de nous présenter. Merci d'être là. Aujourd'hui, on voulait vous parler du sujet des études de public et du développement des publics, des musées, des lieux de patrimoine et de tout lieu culturel d'ailleurs. En parlant, et on va peut-être passer les slides comme ça. Hop. Voilà. Alors, nous sommes l'œil du public, nous sommes spécialisés dans les études de public. Et notre travail, c'est d'accompagner les musées comme le musée Ingres-Bourdelle sur leur connaissance des publics et pour mieux comprendre le comportement et les expériences des visiteurs. Donc on travaille depuis 10 ans dans la culture. Donc on a environ 80 références et beaucoup de nos missions se font justement dans les musées et dans les lieux de patrimoine. Voilà quelques-unes de nos références. Et alors donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Madame Viguier, Florence Viguier, donc directrice du musée Ingres-Bourdelle. Alors parlez-nous un peu de ce musée, en quelques mots. Oui, déjà, je suis sûre que vous savez tous où se place Montauban sur la carte de la géographie. Voilà, vous savez tous le placer avec certitude. Juste pour rappel, c'est en Occitanie, c'est pas le Montauban de Bretagne. Au cas où vous en doutiez, peut-être que mon accent vous renseigne. C'est surtout un musée qui a été rénové récemment. On a réouvert en décembre 2019 après 3 ans de travaux, dû refermer 3 mois plus tard à cause du Covid, ce qui a un peu gâché notre année de réouverture, mais ne nous a pas empêché de nous intéresser aux problématiques de public. D'autant plus qu'on est le seul musée Ingres au monde. Il y a des œuvres d'Ingres, Dieu merci, partout, mais on n'est pas comme le musée Picasso où vous en avez de nombreux dans le monde. Donc il abrite la première collection de dessins, ça nous rend aussi unique, de dessins du peintre, plus de 4500 dessins, 46 tableaux, dont 2 acquis récemment, dans les 2 dernières années, et un 3e qui vient d'être déposé par la cathédrale de Montauban. Par comparaison, le Louvre en possède une 50aine. Alors certes, pas les mêmes, ce sont les chefs-d'œuvre. Nous, c'est un fonds d'atelier, des œuvres, des esquisses préparatoires pour la plupart, plus quelques legs et achats qui font qu'on présente une collection assez complète autour de ce peintre, mais aussi on a la chance d'avoir vu naître 2 très grands artistes à Montauban, puisque nous abritons également un ensemble consacré au sculpteur Antoine Bourdelle. Ce qui fait qu'on est là la 2e collection présentant des œuvres de ce sculpteur, aussi bien des sculptures que des dessins d'ailleurs et des peintures, après le musée Bourdelle de Paris. Et on accueille, comme le montre une des diapositives, 2 expositions importantes par an, dont une consacrée, une plus patrimoniale autour d'Ingres et Bourdelle, nos figures tutélaires, et une autre consacrée à l'art contemporain qui laisse une place sous forme d'installation dans une salle très particulière, la salle du Prince Noir, à des installations. Vous voyez là celle de l'été dernier qu'avait réalisé Jean-Michel Ottoniel. Qui fait peut-être venir un autre public. Absolument, c'est un peu l'idée. Alors, donc, nous sommes convaincus que pour développer les publics, il faut mieux les connaître. Donc ça, c'est vrai, un constat, une conviction qui est partagée aujourd'hui par beaucoup de musées. Alors nous, on n'a pas essayé de vous convaincre. Vous avez lancé un appel d'offres. Voilà. Et on a eu la chance d'être choisi. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui pour les participants, c'est de savoir pourquoi vous vouliez lancer cette étude des publics.
Alors donc, je vous disais, on venait de réouvrir et on a réouvert avec l'idée que nous avions à construire un nouveau projet scientifique et culturel, ce document structurant de la vie des musées aujourd'hui. Et pour ça, je voulais l'enrichir et le nourrir de quelque chose que nous n'avions jamais fait, qui était une étude des publics. Ça peut vous sembler bizarre aujourd'hui d'avoir lancé une rénovation sans s'être soucié de nos publics. Disons qu'on a fait des enquêtes au doigt mouillé avec des stagiaires, des petits, voilà, avec des questionnaires que j'élaborais moi. J'ai absolument pas la formation, mais on n'avait rien de sérieux et de fiable sur la question. Et je ne me voyais pas rédiger un nouveau projet scientifique et culturel sans avoir pris justement information sur les attentes de nos visiteurs et surtout savoir qui étaient ces visiteurs. Donc, on avait notamment en tête l'idée d'évaluer l'ancrage territorial de notre musée parce que les travaux de rénovation sont toujours des projets coûteux, payés par nos impôts. Et donc, il était hors de question qu'on soit juste un lieu pour les touristes. Il fallait qu'on réponde aux envies, aux désirs, qu'on suscite aussi du désir chez les Montalbanais ou la région, le Tarn-et-Garonne ou la région Occitanie. Et on avait dans l'idée de mieux connaître nos publics cibles, justement, dans ce cadre-là, en particulier les familles, les gens qui viennent pour la première fois, les habitués, on en a aussi, on a des amis des sociétés d'amis de musées. Et puis, bien sûr, on est une région, on est dans le sud, donc on est une région touristique. Enfin, le nord aussi a des touristes, bien évidemment. Et alors, une nouvelle notion qu'on a vraiment pu creuser avec vous, l'œil du public, c'est la notion de non-public, qui était quelque chose, un concept un peu flou, mais auquel tous les conservateurs sont censés s'intéresser, c'est-à-dire, bon, c'est très bien, on a des gens qui viennent, mais il y a aussi une grande partie de gens qui ne viennent pas. Pourquoi? Qui sont-ils? Et j'avoue qu'avant l'étude, je n'avais que des présupposés, des préjugés sur ces non-publics, et l'étude nous a aidés à y voir plus clair. Et puis ensuite, bon, de façon classique, une espèce d'audit sur la façon dont était perçu le parcours, s'il était apprécié. Et évidemment aussi l'envie, puisque je vous parle du PSC, d'inscrire cette étude dans une démarche prospective, donner des pistes de réflexion et de développement à l'équipe autour d'actions de médiation, de présentation des collections, de publications. De façon à la fois mieux attirer, mais aussi fidéliser. Donc, on a lancé, comme vous le rappeliez, un appel d'offres. Alors ensuite, voilà, à partir de ce contexte, de ces enjeux, nous, on l'a traduit en objectif stratégique pour vous et que vous aviez aussi partagé dans votre cahier des charges. C'est que vous aviez aussi l'envie d'accroître cette notoriété suite à l'innovation, de rendre le musée plus attractif et d'attirer tous les publics, y compris ceux qui ne viennent pas souvent au musée. Voilà, de peut-être aussi à certains endroits adapter l'offre, non pas l'offre artistique, mais plutôt la façon de s'adresser au public, les services, l'accueil, etc., les propositions, la programmation, ça on en reparlera, donc de l'adapter aux attentes des visiteurs. Et puis d'essayer encore d'améliorer l'expérience. Bon, la rénovation allait dans ce sens, mais continuer à améliorer l'expérience, on va dire, le parcours visiteur, en installant par exemple, en essayant d'évaluer les dispositifs numériques. Et puis finalement, l'objectif d'une étude des publics, c'est vraiment de construire, donner des clés pour construire une stratégie de pérenne, on va dire, de développement des publics. Donc alors après, on arrive sur je dirais pas un jargon, mais c'est plus en effet le travail d'une agence d'études des publics, c'est à partir de ces objectifs, de construire un questionnaire avec des questions bien précises, des thématiques qu'on va aborder avec les publics, donc de différentes manières, on vous en parlera. Donc bien sûr, connaître les profils et les pratiques, ça c'est évident, des publics actuels, mais aussi potentiels. Alors on parle de non-public, mais c'est bien aussi de parler des publics potentiels. D'analyser donc l'expérience du visiteur au musée Ingres et l'image aussi qu'il a du musée.
d'essayer de voir avec lui, d'évaluer la connaissance et aussi l'usage qu'il a des différents services que vous proposez. Bon, on va pas parler. Il y a le salon de thé, mais il y a différentes choses, différents outils de médiation qui sont mis à disposition des visiteurs qu'il est intéressant d'évaluer et aussi d'en mesurer la satisfaction pour ensuite travailler avec vous sur des axes d'amélioration. Alors, là, je vais passer rapidement parce que tous ces petits points, je vais les développer aussi brièvement parce que le but n'est pas de faire un... Mais c'est plutôt vous montrer que par rapport aux demandes du musée, qui pourraient être aussi votre intérêt, donc on a d'un côté les publics, de l'autre les non-publics ou publics potentiels, et on n'utilise pas du tout les mêmes méthodologies. Et on a, ce qui est intéressant aujourd'hui dans le cas du musée Ingres-Bourdelle, c'est qu'on a utilisé finalement presque toutes les méthodologies qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire des méthodologies quantitatives, des méthodologies qualitatives, on expliquera après pourquoi, et aussi le panel pour toucher la population. Alors là aussi, rapidement, c'est juste pour montrer que cette étude, elle a duré 1 an, entre le moment où on s'est vu avec vous et jusqu'à la restitution finale. Bon, il y a eu des temps de restitution intermédiaires, hein. C'était pas une année sans... On était en contact en permanence avec vous, puisqu'on a fait finalement 3 études. Une étude quantitative des publics, voilà, de ceux qui viennent, qui sont déjà venus au musée Ingres-Bourdelle. On a fait un focus, on a approfondi de façon qualitative, c'est-à-dire avec des entretiens en direct. Aussi, on a dialogué avec vos publics, on va dire en direct, sur les lieux. Et puis, on a fait donc on a aussi interrogé un panel régional pour avoir aussi une image des non-publics et des publics potentiels. Voilà, donc il y avait plusieurs volets. Et puis, ah oui, une chose aussi importante, c'est sûrement le cas pour vous aussi, il y a des temps forts dans les musées, il y a des expositions temporaires. Là, je crois que l'année dernière, vous aviez commencé l'exposition. Alors, on organise donc 2 expositions par an. Une patrimoniale l'été autour de nos figures tutélaires. Je disais Ingres, donc on a alterné Ingres de la Croix, c'était l'été dernier. Mais avant, on avait Bourdelle, objet de mémoire sur les objets de son atelier et son rapport très incarné à ce genre de pièces, parfois conservées dans les musées, mais peu regardées, pas inventoriées, mal connues, et ce qui nous a donné l'occasion d'accroître nos connaissances sur cet artiste. L'an prochain, nous avons, là, on accueille, on prépare pour cet été une exposition autour de Bourdelle, Rodin-Bourdelle, qu'il met en confrontation, et l'an prochain, ça sera Ingres-la-Mode. Donc vous voyez, on tourne, alors je ne sais pas combien de temps on va pouvoir durer ce genre d'alternance, mais en tout cas, c'était ce qui était dessiné pour les 5 ans après la réouverture. Sachant qu'en fait, je vous ai parlé du Covid, on a eu une vie normale qu'après mars 2022, puisque vous le savez, les musées n'ont pas arrêté de fermer, rouvrir, et l'année 2020 et 2021 ont été très perturbé. C'est pour ça qu'on a commencé, le temps de construire le cahier des charges, on a commencé à travailler avec vous qu'en 2023, juste un peu avant l'été, et vous nous avez fait votre rendu final en avril 2024. Voilà, pour dire à peu près là. Voilà, donc on a pu justement couvrir un peu les publics qui venaient pour découvrir votre musée, mais qui venaient pour l'exposition, qui venaient aussi peut-être pour la programmation, pour les ateliers. Donc voilà, c'est important d'avoir un temps d'administration de l'enquête long, mais on peut tout à fait faire des études de public sur une période plus courte. Mais ça dépend des lieux. Alors, donc, sur la première partie, qui était la partie centrale, et qui, évidemment, c'était déjà de bien connaître les publics du MIB, d'analyser leur parcours, mesurer leur satisfaction et recueillir leurs attentes. Et donc là, ce qu'on peut pointer, donc voilà, l'intérêt d'une étude quantitative, là, on interroge 1000 personnes, enfin, on a interrogé 1000 personnes, tout dépend de la réactivité après des publics. Donc ça permet vraiment de mesurer à grande échelle et de toucher toute la diversité des publics. Y compris les occasionnels.
et ceux qui viennent peut-être que pour des événements et pas pour... voilà. Ça permet de segmenter, bien sûr, après, quand on fait l'analyse, hein, selon l'âge, selon le niveau d'appétence pour les musées, le niveau de fréquentation, et puis d'aborder toutes les thématiques qu'on avait abordées avec vous sur le parcours, l'expérience, etc. Donc là, il y a finalement deux façons d'interroger vos visiteurs. Il y a c'est ce qu'on a fait avec vous, c'est via Internet, donc en leur envoyant un mail avec le questionnaire. Et ce qui est aussi important, c'est parfois aussi de faire du in situ, donc de placer des enquêteurs à la sortie du musée pour avoir des visiteurs plus récents, éventuellement des visiteurs qui ne sont pas justement dans les bases de données. Et donc voilà, c'est important de combiner le in situ et Oui, parce que quand Adriane dit avec nous, on a mis à votre disposition notre fichier. C'est comme ça, en fait. C'est nous qui avons envoyé le questionnaire, effectivement, mais via mail. Voilà, on n'est pas retourné dans le côté se mettre dans les salles et questionner nous-mêmes les visiteurs, nous qui n'avons pas d'expérience. On s'en est occupé. On s'est occupé de tout. On a nous-mêmes recruté et formé des enquêteurs. Et puis, il y a une option aussi qui est un peu plus récente, c'est le QR code. Bon, même si ça ne fonctionne pas énormément, il faut quand même quelqu'un pour dire... voici une enquête, voici le QR code, allez-y. Si vous n'avez pas le temps de passer 10 minutes avec nous, vous pouvez répondre chez vous. Voilà, donc ça, c'était la première partie quantitative. Donc alors, on ne peut pas dévoiler tous les résultats parce que c'est déjà très long. Mais voilà, quelques conclusions qui ressortent, par exemple, de cette première partie, c'est le fait qu'on a demandé au public, avec différents adjectifs, comment ils associaient, à quoi ils associaient le musée Ingres-Bourdelle par rapport à d'autres musées de la région. Donc il y a le musée d'Albi, Toulouse-Lautrec, par exemple. Le musée Soulages aussi, c'est-à-dire dans cette région Occitanie, il y a un certain nombre de musées monographiques qui sont sur des villes moyennes, comme Montauban. Et ça nous intéressait de voir, ils n'ont pas tous la même notoriété, les deux qu'on vient de citer ont beaucoup plus de visiteurs, et je voulais interroger un peu le pourquoi du comment, pour parler familièrement, et de cette différence de fréquentation. Et ce qui ressortait, ce qui était assez positif, c'est que vous aviez par rapport aux autres musées une image d'un lieu beaucoup plus accueillant, plus accessible, plus familial. Voilà. Et aussi classique, ce qui n'est pas négatif. Non. Mais bon, par rapport à un musée Soulages, évidemment, c'est pas qui est très, très contemporain. Voilà, donc ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'était sur le fait que c'est vrai que sur les différents éléments qui ont été analysés sur le parcours et sur la visite, il y a un taux de satisfaction très important. Mais heureusement, il y a quand même des points d'amélioration, sinon ce ne serait pas intéressant, une étude. Et un des points, une réserve ou un point d'amélioration qu'on retrouve souvent dans les lieux culturels, c'est que les visiteurs ne connaissent pas très bien ou ne fréquentent pas beaucoup les événements dans le cadre de la programmation culturelle, non pas les expositions temporaires, ni le permanent, mais ce que vous organisez, les conférences, les ateliers. Voilà, c'est vrai que c'est un petit public. Oui, c'est-à-dire on a retrouvé dans les résultats de l'enquête des demandes de visiteurs de choses qu'on organise déjà. Donc on en a conclu que on les organise, mais on ne le fait pas assez bien savoir. Et donc cet éclairage-là était intéressant, plutôt que de rester à se demander mais enfin pourquoi il n'y a personne sur ma conférence si passionnante. Et voilà, donc ça, c'est un point que et sur lequel on a, mais peut-être qu'on parlera de ça un peu sur les pistes. Oui, on en parle un petit peu dans les recommandations et dans ce que l'étude vous a apporté concrètement après. Parce que bon, une étude, c'est à la fois un bilan, ça permet de savoir si ce qu'on fait depuis des années est compris par les publics, apprécié, etc. Puis ça permet aussi pas toujours, hein, mais enfin, en tout cas, une partie de l'étude permet aussi de donner c'est un outil d'aide à la décision assez concret. Au moins vous donne des directions où aller. Alors, la deuxième partie de l'étude qui est optionnelle mais qui nous paraissait intéressante, donc c'est de faire une partie qualitative. Donc c'est pour aller un peu plus loin encore. Bon, par exemple, l'étude quantitative va nous dire, pour reprendre l'exemple de la programmation, que
les familles fréquentent les ateliers, que les jeunes ne connaissent pas telle ou telle chose. Mais nous, ensuite, on va interroger de façon plus approfondie le visiteur pour savoir exactement, alors vous avez une bonne image du lieu, qu'est-ce que vous entendez par là? Donc c'est plus des questions ouvertes où on va vraiment travailler avec lui en profondeur sur son ressenti, ses émotions. Donc ça permet d'explorer vraiment l'expérience de façon plus profonde, de voir aussi, de comprendre un peu les ressorts de sa satisfaction, et puis travailler avec lui sur des axes d'attente qui ne vont pas nécessairement remonter dans l'étude quantitative. Parce qu'il y a aussi beaucoup de questions fermées dans l'étude quantitative. Donc c'est très complémentaire et intéressant. Et pour vous donner, alors juste la méthodologie rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des journées d'observation. Donc c'est observation discrète pour un peu, voilà, pour observer les visiteurs, comment ils utilisaient les outils de médiation, est-ce qu'ils se perdaient peut-être un peu dans votre musée, je ne sais pas, est-ce que la signalétique était comprise, voilà, des choses très concrètes. Et on a aussi interrogé les visiteurs, donc on l'a fait en Quanti, je vous le disais tout à l'heure, mais là on est allé aussi, on a fait 45 entretiens courts, enfin courts, ça peut durer, si les gens sont bavards, jusqu'à 20 minutes. Non, la Parfois présidente plus. des Amis du Musée, je crois qu'elle a... Ah oui, bah là oui. là, on ne pouvait plus... C'était d'ailleurs très intéressant d'avoir le ressenti, parce que il y a ce que croit savoir le conservateur ou l'équipe du ressenti de ses fidèles amis du musée, et puis il y a ce qu'ils disent plus librement ou en étant un peu fouillés dans leurs réponses. C'est anonyme. Devant, voilà. Pas trop parce que... et voilà. Et ce qui a été... j'ai eu aussi le retour de ces entretiens, c'est-à-dire c'était sympa, on a aimé. Ils auraient pu dire oh là là, c'était ennuyeux, on nous a posé des questions bateaux, ou j'en ai marre de répéter toujours la même chose. Non, pas du tout. Il y a eu une réception très très favorable de ce moment de prise en considération de leur avis, même si ce sont des gens régulièrement invités, avec qui on discute, etc. Mais j'ai trouvé ça, comme la question des noms publics, particulièrement, c'est-à-dire ce qu'on connaît très bien comme ce qu'on connaît mal, on a toujours des préjugés dessus, et c'est très bien de les voir analysés par des regards extérieurs. Et alors en plus de ces entretiens, on a aussi décidé de faire des focus group. Donc un focus group, ça dure 2-3 heures où on va réunir certains types de visiteurs selon leur profil. On les a pré-recrutés. Et puis là, on va vraiment essayer de encore discuter avec eux sur leur expérience du musée et déambuler avec eux en sous-groupe dans le musée pour avoir leur réaction. Donc c'est aussi très riche. Alors, quelques conclusions, alors quelques exemples aussi, ça c'est les présentations que l'on a faites pour vous, avec des verbatims bien sûr, beaucoup de verbatims, surtout en Cali, mais il y en a aussi en Quanti, parce qu'il y a des questions ouvertes en Quanti. Et donc, il y a eu notamment beaucoup de retours sur le nouveau parcours, le fait qu'il était vraiment fluide et que les gens se sentaient... voilà. Que ce nouveau parcours, ces nouvelles circulations en étoile plaisaient aux visiteurs. Oui, c'est-à-dire, juste un mot sur ce parcours, on a choisi, étant donné qu'on a finalement plusieurs collections dans un musée, on a presque un musée des arts décoratifs. À côté du musée Ingres, on est aussi un musée Bourdelle, un musée archéologique, un musée d'art décoratif. Et donc, on a choisi de ne pas imposer un parcours avec salle 1, salle 2, salle 3, etc. Mais de proposer, à partir d'un accueil pivot central, des choix, le choix des visiteurs. Il y en a qui commencent par les expositions, qui ne voient que les expositions. Il y en a d'autres qui vont directement voir Ingres, d'autres plutôt qui commencent le parcours de façon chronologique, donc qui vont descendre dans nos salles médiévales. Voilà. Et évidemment, l'important, c'est de donner un plan pour qu'ils puissent Et ça, c'est assez nouveau, déconcertant pour certains visiteurs. Et on voulait avoir un retour là-dessus, et que nous a donné... Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je suis partie avec appréhension dans cette étude des publics, parce que d'abord, c'était la première, on allait vérifier ce que disaient les gens, et c'est comme un sondage, vous ne savez pas ce qu'ils vont dire. Et ce qui était intéressant,
en tout cas de mon point de vue, c'est que c'était un musée plus aimé que plus apprécié, plus compris que ce à quoi je m'attendais. Voilà. Et ça a été un des apports agréables de l'étude. Je ne sais pas si ça se passe. Enfin, vous vous débrouillez aussi sans doute pour bien présenter les choses, mais voilà, on aurait pu avoir un résultat beaucoup plus mitigé. Et donc, c'était bien. On ne censure rien, au contraire. Même voilà. Parfois, quand il y a des choses négatives, il faut en parler, sinon c'est un peu suspect. Et notamment, alors ce qui était intéressant aussi, c'est vos expositions d'artistes contemporains qui tranchent un peu avec l'aspect historique, patrimonial, qui permet aussi de faire venir donc un public et de fidéliser les publics. Et puis tout ce qui est lié à l'accueil, au service, à la médiation, voilà, ça c'est... Alors pour être plus concret dans le Cali, et pour donner quelques exemples, il a une petite animation inattendue. Donc voilà, le fait que, comme point de réserve, notamment les publics, donc ça on ne pourrait pas le voir en Canty, c'est vraiment en Cali, on a vu que parfois la signalétique était un peu trop discrète, donc c'était pas toujours idéal pour des primo-visiteurs ou qui étaient un peu moins connaisseurs. Après il y avait quelques remarques sur les cartels, voilà, qui étaient... Bon, voilà, ils étaient peut-être certains publics qui étaient déçus de ne pas avoir une médiation autour de l'histoire et de l'architecture du lieu. Bon, on en reparlera en conclusion. Ça a développé une piste. Voilà, après quelques remarques sur l'éclairage. Bon, là aussi c'est un sujet à la fois récurrent dans les musées. Je suppose qu'il y a quelques professionnels dans la salle. C'est rare de ne pas avoir de remarques sur... pas assez éclairé, trop éclairé, voilà, reflet ou pas. Et puis bon, et aussi le fait que vous avez mis en place donc ces bornes numériques. Volontairement, vous m'aviez dit de façon très discrète. Oui. Et le public l'a un peu ressenti. Il n'arrivait pas toujours à les identifier ou à les utiliser. Oui, c'est-à-dire on est un musée avec 75 000 œuvres. Donc voilà, moi je crois au musée comme lieu essentiel de contact direct, charnel presque, avec l'œuvre. Donc les outils de médiation, quels qu'ils soient, numériques ou papier, ils doivent être là, bien sûr, mais discrets et ne pas prendre la place sur ce choc émotionnel que peut provoquer une rencontre avec une œuvre d'art. Donc on les a, en plus on est dans un un monument historique, donc on les a volontairement intégrés dans l'architecture et de façon discrète, moi je dirais élégante. Évidemment, la contrepartie de ça, c'est que on ne les voit pas forcément au premier coup d'œil quand on arrive dans la salle. Pour nuancer un peu aussi cette réserve de certains de nos visiteurs. Le problème avec le numérique, c'est formidable quand ça marche. Mais pour ceux qui ont des équipements de ce type chez eux, vous savez bien que ça ne marche pas tout le temps, qu'il y a une maintenance très importante à mettre en place, qu'il y a c'est compliqué. Si vous êtes confronté à la question, ça ne peut pas marcher 24 heures sur 24 pendant des années et des années. Sans problème. Alors, et puis il y avait un dernier volet, donc c'était donc les noms publics dont vous parliez tout à l'heure. Donc, qui sont ces noms publics? Et puis, c'est l'occasion aussi de mesurer un peu la notoriété du musée, et de connaître son image auprès d'un échantillon plus large. Et puis d'identifier, donc on le verra rapidement, les freins éventuels à la venue ou à la visite. Alors, pour faire une étude, pour interroger les publics, les non-publics, publics potentiels évidemment, puisqu'ils ne sont pas, ils sont jamais venus au musée. Alors il fallait prendre un échantillon représentatif de la population occitane, pas que de la population montalbanaise, bien sûr. Vous en avez parlé au début. Il y a une petite carte tout à l'heure qui rappellera. Et puis, donc là, c'est des questionnaires. Donc c'est un panel. Si vous avez, donc c'est des panels, c'est comme les sondages, c'est avec la méthode des quotas, mais je crois que j'en parle juste après. Donc on les interroge sur, voilà, est-ce que vous connaissez déjà le musée Ingres-Bourdelle? Est-ce que vous l'avez déjà visité? Quels sont les autres musées que vous fréquentez? Donc c'est des questions assez générales mais intéressantes qui permettent de connaître un petit peu les pratiques culturelles et le lien qu'a cette population avec votre lieu.
Et puis des questions notamment aussi, avez-vous l'intention, voilà, vous connaissez le musée mais vous ne l'avez pas fréquenté, avez-vous l'intention de le visiter, ou alors vous ne le connaissez pas. Voici une présentation du musée, est-ce que ça vous intéresserait de le visiter? Donc ça permet de mesurer aussi le potentiel de visite. Alors, il y avait deux façons, on l'a fait de deux façons. Donc on a choisi le panel d'abord, donc on voit Montauban là, en haut à gauche, et puis on voit qu'en effet Toulouse et Albi ne sont pas très loin, donc c'était intéressant d'avoir. Mais on a quand même interrogé la population, enfin toute l'Occitanie, en se focalisant quand même un peu plus sur les départements proches. Et après, pour avoir une vision quand même des visiteurs, de la population montalbanaise, on a aussi envoyé des enquêteurs sur les marchés et dans le centre-ville de Montauban pour aussi connaître un peu, savoir quel était le lien entre finalement les habitants de Montauban et le musée. Alors, quelques résultats que vous pouvez commenter, qui vous ont peut-être surpris. Alors déjà, la notoriété. Elle était vraiment excellente à Montauban. C'est vrai qu'on a réalisé plusieurs études et on était surpris de ce chiffre. On a près de 8 personnes sur 10 qui connaissent à Montauban. Alors c'était vraiment une population très, très diverse et variée qui connaissent votre musée. Alors tous ne l'ont pas visité. Alors, ils le connaissent peut-être aussi par l'école. Oui, et aussi parce que par contre, tous les enfants du Tarn-et-Garonne passent par le musée. On a une politique très très proactive et volontariste de travail avec l'inspection académique, l'éducation nationale, et de la maternelle au lycée, c'est pas possible qu'un enfant nous ait échappé. Voilà, donc, alors après, évidemment, la question, c'était plutôt le rayonnement régional. Donc là, vous êtes quand même le 3e musée le plus connu en Occitanie, derrière Toulouse-Lautrec et le musée des Augustins. Et on a vu qu'il y avait, par exemple, parce qu'on peut, un potentiel à exploiter auprès des Toulousains, qui est un public aussi très, très branché musée, on va dire. Donc cette image qu'on avait vue tout à l'heure, accueillante, accessible et pédagogique, elle se retrouve parmi vos visiteurs, donc on l'a vu précédemment, mais aussi parmi ceux qui connaissent le MIB de nom, de réputation. Ils en ont déjà, lorsqu'on met quelques adjectifs, ils en ont une image très positive, même s'ils ne l'ont pas encore visité. Donc ce qui m'amène au 3e point, c'est le potentiel de visite. Quand on présente le musée avec les différentes œuvres, etc., on se rend compte que les 2/3 de ceux qui ne sont jamais venus et qui ne le connaissent pas seraient intéressés, bon c'est du déclaratif, mais quand même, seraient intéressés de venir. Souvent dans les études, on est à 40%. Donc les 2/3, ça me paraissait un potentiel assez important. Et alors les freins qu'on a notés, qui sont assez classique pour expliquer pourquoi les publics ne viennent pas ou ne viennent pas. C'est des freins géographiques, des questions liées au temps, mais aussi un éloignement plutôt symbolique, peut-être un désintérêt aussi parfois pour les musées monographiques. Oui, ça, on trouve ça partout. Je voulais juste revenir sur Toulouse. Le rapport, c'est à la fois un avantage. On est à 20 minutes en train, 40 minutes en voiture. Et c'est quand même la métropole régionale. Vous savez qu'elle vient de passer 3e ville de France quant à sa population, passant devant Lyon. Donc c'est un dynamisme démographique et géographique intéressant dont on bénéficie. La ville de Montauban croît aussi énormément. Et les Toulousains représentent la 2e ville de fréquentation quand on analyse les origines géographiques. Mais justement, comme il y a un bassin d'un peu plus de population, d'un peu plus de 1 million d'habitants, on se dit qu'on a de la marge. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a déjà une réponse importante, mais on a un potentiel important à creuser et qu'on creuse d'ailleurs avec le service communication. Oui, si vous avez des grandes expos temporaires, c'est l'occasion peut-être de communiquer à Toulouse. Absolument. Avec les moyens bien sûr qui sont toujours pas énormes des villes et des musées. Et alors pour terminer, donc, et on va peut-être, vu que le temps avance, donc ici, je vais passer rapidement sur les recommandations qu'on avait faites, et plutôt passer du temps avec vous sur les 3-4 dernières minutes sur on va dire les résultats et les apports de l'étude pour vous. Donc alors quelques exemples aussi de recommandations qu'on avait émises suite à cette étude. Ça concernait notamment la fidélisation des publics actuels, mettre
valoriser un peu, de valoriser davantage les activités que vous proposez, les services, la librairie boutique, les offres d'abonnement, la gratuité des premiers dimanches, voilà, plusieurs choses. Désolé, je passe un peu rapidement. Et après, concernant, voilà, c'est aussi un peu lié pour attirer des nouveaux publics, notamment de Toulouse ou d'ailleurs. Mais c'est aussi travailler pour favoriser la création d'événements. Voilà. Aussi améliorer la médiation sur certains points, peut-être être un peu plus dynamique sur certaines propositions culturelles. Et il y avait aussi des attentes des publics sur des propositions ludiques, donc peut-être proposer aussi, je sais que ça peut agacer certains, mais des visites insolites, des jeux de piste. Il y a récemment une directrice de musée qui m'a dit, oui, c'est vrai qu'on commence à être fatigué. Elle avait organisé une visite dans le noir avec des bougies, enfin avec des lampes de poche, et il y avait un monde fou, alors que d'habitude, il y avait très peu de monde. Voilà, c'est vrai qu'il y a une espèce d'attrait pour l'événementiel, mais c'est comme ça, pour les approches un peu théâtralisées. Et donc, voilà, alors en conclusion. Ce qu'on fait d'ailleurs, oui. Mais justement, je reviens à quelque chose que je disais au début, ce type de médiation, escape game, visite à la lampe torche, etc., on le propose déjà, mais avec du succès. Mais s'il y a encore des gens interrogés qui disent « Ah, on aimerait bien avoir ci, avoir ça », ça veut dire que, par contre, ce qu'on ne sait pas bien faire, c'est de le faire savoir. Et pardon, j'avance un peu sur la conclusion. Ce qui nous intéressait aussi, c'était de dégager, je l'ai dit au début, des axes de travail. Vous vouliez parler ? C'est tout à fait, bon, voilà. Et donc, très vite, ce qui a été intéressant, c'est que de cette étude, on a pu, en réfléchissant un peu, dégager des axes de travail qui n'avaient pas grand coût pour nous, c'est-à-dire c'est de la matière grise et qu'on a en quantité, vous le savez, dans les musées. Et par exemple, donc, faire un petit flyer qui distribuait à des endroits intéressants. Vous avez parlé des marchés tout à l'heure pour faire vos enquêtes. Eh bien oui, le marché, c'est vraiment un lieu où on touche beaucoup de gens. À Montauban, enfin dans des villes moyennes, c'est le lieu de rencontre hebdomadaire de la population, toutes catégories confondues. Et distribuer des flyers de communication là, ben, c'est très efficace. On l'a vu directement quand on s'est mis à organiser des concerts apéro le samedi, justement, jour du marché à Montauban. Avoir, alors qu'on n'avait pas pu avoir une communication incroyable, avoir très vite une centaine de personnes qui étaient là. Directement lié à ce type de communication. Donc le flyer, et le flyer aussi pour valoriser tout ce qu'on propose, l'entrée gratuite le premier dimanche du mois, la librairie boutique accessible hors douane, c'est-à-dire sans avoir acquis un ticket d'entrée. Vous pouvez y venir prendre votre thé au musée Ingres sans le visiter. Des tarifs réduits pour tout un tas de catégories. Bref, on s'est dit qu'on allait, et il va paraître bientôt, résumer tout ça dans un flyer qu'on distribuerait largement. Pour ce qui est de la programmation culturelle, il faut dire aussi qu'on est en attente. Il y a un poste gelé de programmateur culturel depuis l'été 2022 et que justement, là, on est en cours de recrutement. Donc, 2 ans et demi plus tard, on va peut-être pouvoir résoudre ce souci de mieux faire connaître nos activités, notre programmation culturelle. On a fait aussi des petites choses. Ça nous a donné envie de continuer à enquêter sur nos visiteurs et on a laissé un meuble quelque part avec pourquoi venez-vous au musée. Donc ça fait quelques mois qu'il est dans les salles. On va attendre 1 an et de pouvoir justement faire quelque chose de ce. Alors là c'est plus c'est pas une enquête sociologique, c'est plus connaître un peu mieux la sensibilité de nos visiteurs, mais c'est important aussi. Et là aussi, je suis étonnée, les gens répondent très bien, de façon pas du tout, on pourrait croire qu'ils vont dire des bêtises, pas du tout. Enfin, il y en a quelques-uns, il y a toujours ces jeunes adolescents qui s'amusent à faire, vous les connaissez, voilà, mais ça c'est très drôle et il y a des fois des choses qu'on aimerait réexploiter d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a des choses très intéressantes et qui nous font mettre le doigt. Et vous savez, les conservateurs, on a
appartient à ce qu'on appelle les professions intellectuelles, et on peut nous reprocher de ne pas travailler assez sur la sensibilité et l'émotion. Et là, voilà, quand on se met à creuser ces choses-là de près, on s'aperçoit, et moi ça me surprend et ça m'émeut toujours beaucoup, du rapport très affectif que les gens nouent avec leur musée. Surtout quand on est bien installé, vous le rappelez, et vous l'avez repéré dans votre étude, Adriane, c'est un musée qui suscite de la fierté, mais du désir aussi. Vous avez rappelé comment ceux qui ne sont pas venus ont envie à 70% d'y venir. Ça veut dire que ça ne les laisse pas indifférents. Et ceux qui viennent témoignent d'une véritable affection, et ça c'est toujours... enfin, moi ça me surprend. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais ça me surprend. Je devrais trouver ça évident, ayant moi-même choisi de travailler dans un musée. Mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Et votre enquête nous a donné envie d'explorer ça et de travailler là-dessus, sur cette émotion, cette sensibilité. Et on s'en sert, donc je vous disais qu'on a l'étude des publics va être une des annexes de notre PSC, projet scientifique et culturel, parce que on va dégager ça va nous aider à dégager des pistes de réflexion, et notamment, la plus importante, c'est ce rapport au bâtiment qu'on a peut-être un peu oublié, puisqu'on était installé dans un monument historique qui avait, avant la rénovation, toute la part de visibilité. Le musée ne s'était installé là que très discrètement. Et la rénovation, en installant un accueil visible dès la rue, lui donne toute sa place. On a développé un parcours qui met davantage en valeur les collections que le bâtiment lui-même. Et c'est vrai que cette demande du public que vous avez bien fait ressortir, qui aurait envie d'avoir des informations plus importantes sur l'histoire du bâtiment, la signification des pièces qu'il traverse, c'est un bâtiment qui pose question, effectivement, nous a donné envie de proposer dans le futur des activités en lien avec cette histoire-là, architecturale. Bien, merci beaucoup. Alors, bon, il y aura encore des choses à dire, mais on voulait laisser un peu de temps pour les questions. Il reste 5 minutes, mais sinon, on pourra toujours répondre à vos questions à la sortie ou sur le stand. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va continuer alors. Ah. Il y a un micro pour madame, non? Je vais essayer de parler plus oui. fort. Alors, c'est Anne Carle, je la dénonce. C'est la scénographe. Non, mais je te reconnaissais pas bien parce que je suis éblouie. Et puis voilà, depuis le début, et puis j'entends ta voix, il n'y a plus de doute. Je vois pas bien qui est là, mais c'est la scénographe, directrice et fondatrice d'Arc-en-Scène, donc le cabinet de scénographie, qui a travaillé avec nous sur les questions donc, qui étaient dans le groupement de Back-en-Guyenne, l'architecte de la rénovation, et qui a travaillé avec nous sur les questions de parcours. Allez-y. C'est une question qui n'est pas sur la scénographie, du coup, mais c'est sur la façon dont vous avez pris en main la cartographie pour votre sondage. Vous avez pris l'Occitanie, et Montauban, il est bien à l'ouest de l'Occitanie. Et pourquoi vous n'avez pas fait de Montauban le centre de votre interview, y compris un bout d'Aquitaine, parce que parfois le Lot-et-Garonne est tout près, et je vois qu'en Lot-et-Garonne, la communication de Montauban, on ne l'a pas, étant du Lot-et-Garonne. Je suis très attentive. Et donc, je me dis, voilà, pourquoi centrez-vous toujours avec un rattachement de découpage territorial et pas par rapport au nombril qui est le musée? Non, tout à fait. En fait, on a mis la carte juste un peu pour faire de la décoration, mais on a tout à fait interrogé. Oui, tout à fait. On a pris les départements à côté. Alors, je les ai plus en tête, mais oui, non, tout à fait. Vous avez raison. Il faut. Et récemment, avec un autre musée aussi, il nous disait non, il faut pas prendre que le musée. Il faut prendre les lieux qui sont proches géographiquement. Oui, bonne remarque. Et Anne Carle, elle a une grande sensibilité sur la présence des bornes numériques. Je me souviens avoir eu elle n'en voulait pas du tout, elle, dans les salles, et avoir eu une discussion avec toi là-dessus. C'est vrai que quand on est dans un espace architectural imposant, de grande qualité, avec des collections ingres, enfin voilà, on se dit mais qu'est-ce que vont rajouter ces espèces de petites télés là, qui vont attirer le regard évidemment parce qu'elles sont lumineuses, mais qui quand même
voilà, mérite moins d'attention qu'un tableau ou un dessin, sauf s'il s'agit d'une création artistique, bien évidemment. Et donc on a, voilà, on a travaillé ensemble à les intégrer. Alors, je crois qu'il y avait une autre question. Oui. Anne aussi, mais moi je m'interrogeais, vous avez évoqué le chiffre de 1000 personnes sollicitées par mail, je crois. Par mail et en face à face. Je voulais savoir le nombre de retours réels. Alors 1000, c'était pour les publics et en tout, c'était 2000 personnes. C'est-à-dire qu'on a interrogé, c'est vrai que je n'ai pas dit les chiffres, mais on a interrogé 700 personnes non publiques, publics potentiels, et 1000 personnes, voilà. Puis après, en quali, une cinquantaine. Et donc, le taux de retour. Ah oui, c'est une question très technique. Alors là, c'était un taux de retour autour de... Donc ça, c'était le mailing. Hein. Un taux de retour de mémoire autour de 20%. Ouais. Voilà. C'est à peu près la moyenne. C'est entre 10 et 20%. Dernière question? Ou alors il faut qu'on arrête, c'est ça? Non, une dernière question? Non, c'est bon. Sinon, bah écoute, oui. Vous avez surtout, donc Sanda, à travers Champs, vous avez surtout ciblé une approche régionale par vos enquêtes. Donc c'est le tourisme local et de proximité que vous avez ciblé. Alors, oui, mais en même temps, on a interrogé tous ceux qui étaient venus au musée Ingo Bordel. Donc il y a peut-être des personnes, en effet, des touristes de Paris, de partout. La troisième ville. Mais c'était Je plus- disais que la première, c'était Montauban, la deuxième, Toulouse, et la troisième, c'est Paris, Île-de-France. Paris touché aussi. voilà, et l'Île-de-France. On a insisté sur l'ancrage territorial, mais en effet, il y a des... Et puis on vous souhaite aussi d'avoir un rayonnement national et international. Pardon. Merci à toutes et à tous.